Bonjour. Je vais poursuivre mon récit sur l'histoire. Et donc nous étions arrivés au XVIIIe siècle, donc début du XIXe siècle. Je vous avais dit que le XVIIIe siècle était marqué par plusieurs conflits avec Alger. Et c'est un peu une énigme parce que nous avons eu plusieurs batailles, plusieurs mises à sac, plusieurs pillages, plusieurs rançonnages, plusieurs batailles. Et donc il y avait une pression d'Alger qui était extrêmement pénible. Et on ne sait pas si cette pression, quels étaient les intérêts de cette pression. Était-elle des manipulations par rapport à la Turquie, à l'Empire ottoman ou autre? Et donc je crois que l'histoire de Tunisie ne dit pas assez de choses sur ça. Et le siècle se termine avec le règne de Hamoud Abacha. Hamoud Abacha qui est un grand souverain qui met les principes, les préceptes de l'État moderne, et il va renforcer l'armée et il va remporter une bataille contre les Algérois en 1807, je crois. Et donc, il va mettre un arrêt à ses ambitions ou à ses pressions répétées de la gouvernance d'Alger. Donc, Hamoud Abecha est un souverain intéressant. Malheureusement, il meurt, comme tu dirais, tout le monde meurt, bien sûr. Mais lui, il meurt après avoir bu une tasse de café, ou après avoir pris sa chicha ou un truc pareil. Et donc, on se dit, est-ce qu'il n'aurait pas été tué? Est-ce qu'il n'aurait pas été assassiné? Bon, j'en sais pas assez pour en parler. Assez lourd. Le règne de Hamoud Dabesh se termine, je pense, aux alentours de 1808. Et donc, il y a de nouvelles souverainetés, etc. Et en 1830, Alger est conquise par les Français. Et le souverain de Tunis prend dirait-on, une malveillante neutralité, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le soutien de la Turquie, puisque la Turquie appelle au soutien de tous les musulmans contre la nouvelle conquête française à Alger. Et les Tunisiens, eux, ils restent un peu à l'écart, hein, c'est-à-dire vous ne nous la faites pas celle-là. Hein, la solidarité religieuse. Nous, Alger, on a eu à subir. Donc, quelque part, Tunis n'est pas mécontente, en tout cas, elle reste neutre, et c'est pour ça que je parle de malveillante neutralité. Et pourquoi est-ce que cette neutralité est justifiée? D'autant que Tunis prend ses distances par rapport à la porte. Par rapport à la porte, c'est l'Empire ottoman. Elle est toujours un peu en retrait. Pourquoi? Parce que déjà en 1827, lors de la fameuse bataille de Navarin, donc la Tunisie avait deux escadres militaires dans la flotte, et Ibrahim Bacha d'Istanbul avait provoqué une bataille inutile, sans négociation, sans déclaration de guerre. Il a fait une guerre pour la guerre pour la guerre, la bataille pour la bataille, la bagarre pour la bagarre. Et finalement, il a pris une raclée, et nous, on a perdu des escadres. Et donc, les Tunisiens de l'époque prenaient leur distance à l'égard de la Turquie, à l'égard de sa politique, etc. Et donc, de cette époque-là, date le changement de drapeau. Vous savez que donc les Tunisiens, on dit qu'on a un drapeau proche de celui de la Turquie. En réalité, à ce moment-là, il se distingue du drapeau turc. Il ne faut pas qu'on confonde la Turquie, l'Empire ottoman, avec la Tunisie. Donc ça, c'est en 1830. Donc la Turquie n'est pas contente par la conquête d'Alger. Et Tunis, à ce moment-là, joue un jeu différent. Elle négocie avec ce nouveau conquérant qui ne lui déplaît pas, et avec lequel elle négocie quoi? Elle négocie qu'on lui rende le Constantinois et l'Oranais. C'est-à-dire que les Français sont à peine à Alger, et les Tunisois, eux, le Bey Hussein II, et lui, il cherche à récupérer le Constantinois et l'Oranais. Donc il cherche un renforcement de sa puissance, une influence de sa souveraineté, etc. Donc il voit pas mal cette conquête d'Alger, mais il cherche à trouver ses intérêts. Et donc cette proposition est faite au roi Louis-Philippe, mais bon, le roi Louis-Philippe ne ratifie pas cette proposition, cette demande. Au contraire, il va renforcer sa présence française en Algérie, et en 1837, ils prennent Constantine. Et bon, alors je dois vous dire aussi qu'en 1835, les Karamanlis, donc c'est un pouvoir local, proche de la Tunisie,
dans son choix économique et politique, etc., mais se distance d'Istanbul. Et donc, quoi d'autre? On renverse le pouvoir. Et donc l'Empire ottoman favorise le renversement de pouvoir, et le projet des Turcs à ce moment-là, donc ils ont réussi à Istanbul, et ils envisagent d'aller sur Tunis. Et là, sur Tunis, nous avons eu la défense de qui? Nous avons eu la protection de la France. Parce que la France s'est opposée à tout débarquement à Sfax, et donc elle a contrôlé le rivage marin sur la Goulette et Bizerte pour empêcher les Turcs de poursuivre leur conquête. Donc nous avons eu une période de grande crise entre la Tunisie et la Libye, et on a eu une fameuse mission Evendiev, qui était un peu le conseiller politique important, qui se rend à Istanbul pour essayer d'apaiser, parce que nous étions dans un état de guerre, de quasi-guerre, et nous avons eu le soutien de la France, et Evendiev réussit sa mission, puisqu'il va à Istanbul, il réussit à apaiser la tension et dire que Tunis se dispose à l'avenir, pour l'avenir, à faire une circonscription et pour envoyer des soldats pour défendre les projets ottomans en Algérie ou ailleurs. Donc, vous voyez, donc sur une promesse. Et bon, la Turquie aussi, elle ne croise pas le fer, donc elle arrête. Et par rapport à cette crise de 1835 et 1837, l'opposition. Ah oui, 1837, il y a encore la conquête de Constantine. La conquête de Constantine. Donc les Français avancent. Ils ont l'Algérie et maintenant ils prennent le Constantinois. Et les Tunisiens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents à ce jour. Mais en échange, ils ont gagné le soutien de la sécurité contre les Ottomans, qui n'ont pas conquis Tunis en 1535 et 1537. Donc voilà, petit échange, et les Français gardent le souverain, le Dey, j'ai oublié son nom, le Dey de Constantine, qui va régner une dizaine d'années et qui sera le dernier souverain de Constantine, et ensuite Constantine rentrera dans le département parmi les 3 départements de l'Algérie française. Alors, donc nous en sommes à 1837, oui c'est ça, crise entre Tripoli et l'Empire ottoman. Bon, Tripoli maintenant est acquise à l'Ottoman, mais Tunis est donc en difficulté avec l'Empire ottoman. On réussit à apaiser la situation grâce à une belle mission diplomatique. Donc le conflit est estompé. Mais la Tunisie est quand même en désaccord par rapport à l'autorité française sur le Constantinois, et un certain émir Abdelkader, qui est un peu isolé, et lui s'oppose aussi à cette conquête française. Et bon, il fera une résistance de 10 ans, et puis après il va disparaître. Alors, autre chose que je dois dire dans ces oppositions, il y a l'opposition des Snoussi, c'est-à-dire que les Ottomans ont pris le pouvoir en Turquie, en Libye, mais les tribus libyennes ne sont pas d'accord. Alors nous avons cette fameuse confrérie des Snoussi qui va avoir un rôle très important dans le processus d'indépendance, puisque il y aura, vous vous souvenez qu'il y a Idriss Ier est issu de cette confrérie des Snoussi. Alors ces Snoussi, qui sont-ils? Je ne sais pas si je m'avance trop vite, parce que mais il faut savoir que Snoussi vient de Mostaganem. Mostaganem, c'est en Algérie. 1837, donc en période de crise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire entre cette opposition des Snoussi aux Ottomans, puisque Mahmoud II règne sur la Libye, Mahmoud II est pro-libyen, et il a une vive opposition, surtout de la confrérie des Snoussi, de ce Mohamed Snoussi qui est originaire d'Algérie, qui développe un islam originel, un islam libyen, un islam soufiste, un islam qui s'oppose au mahdisme, c'est-à-dire le côté leader religieux, et qui s'oppose au wahhabiyya d'Arabie Saoudite, ce ne sont plus les mêmes. Donc il développe un islam original qui se propage en Libye, et donc est un islam libyen. Et ça, c'est intéressant. Mais il faut voir son origine. Lui, il vient de Mostaganem, d'Algérie. Donc est-ce qu'il n'y a pas les enjeux
d'intervention religieuse contre l'Ottoman. Et donc, Snoussi va s'opposer au pouvoir ottoman, aux pouvoirs coloniaux, d'abord des Ottomans, puis des Italiens. Et donc, vous vous souvenez de ce fameux film de ce héros, un Snoussi qui a été pendu parce qu'il s'opposait à la conquête italienne. Donc, vous voyez que, quelque part, peut-être que les intérêts français convergeaient avec l'idée de réduire la présence des Ottomans en Afrique du Nord. Voilà. Donc, nous sommes en 1837, conquête de Constantine, rapport d'influence. L'Empire ottoman est en train de perdre ses pouvoirs. À Tunis, allez, il les a jamais eus. Donc, ça a toujours été, on a toujours, même si nos souverains avaient une origine turque, très souvent, le plus souvent, ils ont essayé d'être autonomes, ils se préservaient, et puis ils faisaient des concessions pour éviter la guerre, comme on a vu avec l'affaire Bendiev, avec la mission Bendiev. Et donc la relation avec Tunis n'a jamais été au beau fixe avec l'Empire ottoman, il faut le savoir. Et la ressemblance de notre drapeau n'est qu'une distinction de notre drapeau. Donc on ne voulait plus confondre le drapeau des Ottomans avec le drapeau des Tunisiens, puisque nous on a perdu des escadres, pour rien. C'est-à-dire que c'est vraiment pour faire la bagarre et finalement nous étions perdants. Et donc la Tunisie est extrêmement mécontente. Elle a distingué son drapeau, elle distingue sa politique, et voilà. Par contre, Alger, elle, c'est différent. Alger et Tripoli sont différents de Tunis. Et je vous disais que l'Empire ottoman perd les pédales un peu, enfin, il perd du pouvoir en Afrique du Nord. L'Algérie est tombée sous la France. La Libye, elle a des oppositions de tribus libyennes, notamment des confréries Snoussi. Et en Égypte, Mohamed Pacha, je pense que c'est Mohamed Pacha, lui, il a carrément pris son indépendance, il a carrément mené sa politique coloniale, conquérante du Sud-Soudan, du sud d'Égypte, donc du Soudan, mais aussi de la Palestine, de la Syrie, et en route vers Constantinople, en route vers Istanbul. Donc le souverain égyptien, il lui aussi est un peu est trop autonome, et donc on voit que l'Empire ottoman perd beaucoup de pouvoir en Afrique. Voilà. Alors, nous avons, après Hamoud Abecha et Hussein II, enfin et plusieurs souverains, nous avons à partir des années 1840 un nouveau souverain qui est le souverain Ahmed. Alors, le souverain Ahmed, c'est un peu l'illuminé, le passionné, l'enthousiaste. C'est quelqu'un qui va donc poursuivre cette politique autonome avec beaucoup d'ambition, et c'est celui qui va se rendre en France. Il va se rendre en France, il était admirateur donc de Napoléon Bonaparte, et donc imprégné de culture française, pratiquant la lingua franca, et lui aussi est souverainiste, indépendantiste, autonomiste, et il va adopter l'arabe aux dépens de l'ottoman, aux dépens de l'Osmanie. Et il pratique la lingua franca qu'il utilise avec les diplomates. Et donc nous sommes à une époque où cette langue est en danger de mort, dirions-nous, mais en fait elle est en perte de vitesse et elle va disparaître. Et donc c'est une langue pratiquée par les Siciliens, par les Sardes, par les Maltais, les Tunisois, et c'est un peu un mélange de langues méditerranéennes. Et donc le bey Ahmed se rend en France et il est en admiration par rapport aux institutions, par rapport à tout. Il rentre, il est émerveillé, il est reçu comme un souverain, et Ahmed avait prévu d'aller en Angleterre. Il avait prévu d'aller en Angleterre, mais l'Angleterre lui a dit « Ah, vous êtes un sous-fifre de l'Empire ottoman, donc on ne vous reçoit pas comme un souverain. » Donc il a dit « Je n'y vais pas. Si on ne me reçoit pas comme un souverain, je ne vais pas en Angleterre. Si c'est pour être reçu par un secrétaire d'État, non merci. » Donc vous voyez, un peu nos souverains, c'est bien d'avoir une vérité de l'histoire. Ils ont aussi leur dignité, où on est reçu comme souverain autonome, indépendant, ou alors c'est pas la peine. Donc la France a fait toutes ses faveurs, et lui était en pleine admiration par rapport à la France, à tout ce qui se passait en Europe.
Et en revenant au pays, bien sûr, il a voulu faire la même chose. Et donc, il faut voir que comment dire, pas la souveraineté, mais la régence de Tunis était riche à ce moment-là. C'est un pays prospère, c'est un pays qui thésaurise. C'est pas pour rien que les Algériens sont venus nous piller mille et une fois. Donc la province, elle est économe, elle théorise, elle thésaurise, et donc elle a des recettes. Et elle va utiliser cet argent pour se développer. Et elle va développer dans l'armée, elle va développer dans l'enseignement, elle va développer dans les académies, elle va développer. Ahmed est dans le processus de développement économique de cette révolution industrielle, de ces nouveautés, et il veut faire la même chose à Tunis. Et donc, il met beaucoup d'argent, il veut même faire le Versailles tunisien. C'est du côté de Mohammedia. Dans mon écrit, vous avez des informations plus précises et plus nombreuses. Donc, il veut faire le Versailles de Tunis. Et il dépense un argent fou, il fait appel aux ingénieurs, aux meilleurs ingénieurs, etc. Et bon, c'est une politique qui va quand même épuiser le pays financièrement. Mais encore, c'était soutenable. C'était encore soutenable. Et le coup de grâce, enfin le coup de grâce, il viendra encore plus tard, mais le coup dur va arriver encore avec la guerre de Crimée. La guerre de Crimée en 1853. Les Tunisiens, la vérité, ils n'ont pas envie de s'engager dans cette guerre de Crimée. Ils n'ont pas envie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Khaznadar, qui est un jeune, cadre d'État, proche des Français, proche des Anglais, donc en admiration par rapport à ses pouvoirs européens, et eux lui recommandent d'intervenir. Et donc, il y a tout un travail pour intervenir aux côtés des Ottomans. Tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on interviendrait du côté des Turcs? Ah, mais c'est contre les Russes. Donc, contre les Russes, ça fait l'intérêt des Français et des Anglais, qui, eux, craignaient les ambitions russes qui voulaient arriver en Méditerranée. Donc, il fallait les empêcher. Donc, l'Ottoman, il est bon à dépouiller, il est notre ennemi, on peut le contester, sauf quand ça fait nos affaires. Et les Tunisiens, comme ils avaient fait aussi des promesses, et donc ils vont dire oui, et ils vont envoyer une histoire de 18 000 hommes pour intervenir à la faveur des Ottomans. Et à peine le tiers du contingent va revenir. Et bien sûr, c'est une défaite extrêmement lourde. Nos soldats se sont retrouvés dans la faim, ils se sont retrouvés dans l'isolement. Et bon, on vous parle d'un bazar turc, c'est-à-dire c'était le désordre total. On savait pas, il n'y avait pas de plan, on ne savait pas à quoi on devait avoir affaire, etc. Et finalement, c'est une grosse catastrophe, cette guerre de Crimée. C'est un gros échec financier, humain. Et à peine, je vous disais, le tiers des 18 000 soldats qui sont partis sont revenus dans des difficultés énormes. Et il y a une petite minorité de survivants qui sont restés en Turquie je ne sais plus l'endroit exact, dans une forêt, dans une montagne, qui ont survécu et qui n'ont pas pu revenir, qui ont été isolés. Et ce sont des survivants qui sont restés et qui ont fait une descendance. Et donc ces gens-là se trouvent dans le village de Tunislar, en Turquie. Bon, vous avez les détails dans mon bouquin, hein, du lieu. Et franchement, moi j'aimerais bien sûr y aller, hein, pour voir cette descendance des Tunisiens qui étaient partis dans le corps de Crimée et qui ont fait une descendance locale. Et donc, s'il y a des Tunisiens qui vont visiter ce lieu en Turquie, eh ben, qu'ils aillent à Tunislar et qu'ils se souviennent un moment de notre histoire où des Tunisiens sont allés intervenir à la faveur des Ottomans et on nous a poussés pour y aller. En tout cas, à la suite de ça, on a perdu beaucoup c'est-à-dire on avait, comment dire, Ahmed Bey avait investi dans des usines, par exemple, de textiles pour faire des tissus. Et tout ça a été d'armurerie et tout ça a été transféré à la faveur des Ottomans. Donc vous voyez, cette guerre de Crimée a été assez dure pour nous parce que
On a mis de l'argent, on a mis des hommes, on a mis des moyens, on a mis même les, les machines que nous avions achetées pour faire des entreprises nationales ont été transférées à la faveur de l'Ottoman. Donc voilà, et tout ça, eh bien, ça rend encore sceptiques les Tunisiens de l'époque pour soutenir l'Empire ottoman. Alors après la guerre de 1855, donc nous avons un nouveau bey, qui s'appelle, oh, j'ai oublié son nom. Il y a un bey, ensuite il y aura un certain Mohammed Bey, et eux vont poursuivre cette politique du crédit. D'abord crédit national, endettement national auprès d'intermédiaires, et puis crédit international auprès d'intermédiaires internationaux. Et Sadr Bey va lancer les crédits internationaux pour faire une imprimerie, pour faire un journal officiel. Mais dans les années 1850, la Tunisie est encore malgré ses difficultés, malgré la déception, nous avons une nouvelle génération de Khaznadar et de Khaireddin, entre autres, qui sont tout jeunes, etc., qui sont très volontaires pour développer leur pays. Et le Bey aussi, le Bey Sadr, Mohammed et Sadr, veulent poursuivre, mais il n'y a pas de moyens. Eh bien, on va chercher les moyens. Et les moyens, on va les chercher où? On va les chercher dans le crédit international. Et le crédit international se négocie à un moment où il y avait la guerre de sécession, il y avait des tas de conflits internationaux. Le crédit coûte cher. Mais comme on veut du crédit. Alors au lieu d'avoir du 4%, on a du 7%. Ah ben oui, ils acceptent. Donc c'est un peu une facilité. Et la Tunisie va s'engouffrer dans l'endettement, en même temps dans la volonté de développement. C'est-à-dire, je vous disais qu'on a un journal officiel, on a le pacte fondamental de 1857, on a la constitution de 1851, on clame des droits, on clame des droits de justice, etc. Oui, alors il y a un épisode que peut-être que je devrais vous raconter, c'est l'épisode Sfez. C'est un charretier de la Goulette, vers l'année 1856. Un charretier. Un charretier, comme on dit Blarbi. Hassilo, bon, j'ai. Boukarreta, Hassilo. Il a tué un petit enfant, il a écrasé un petit enfant, et il lui a insulté le dieu de sa race. Et ce charretier n'était pas musulman, il a insulté en fait le dieu des musulmans. Ouh, ça c'était inadmissible. Alors on l'a attrapé, on l'a arrêté et on l'a tué. On l'a condamné à mort et c'était inadmissible d'insulter Dieu, le Dieu des musulmans, ça il ne pouvait pas le faire. Et alors toutes les chancelleries de l'époque se sont fâchées. Qu'est-ce que c'est que cet état de droit Enfin, les droits ne sont pas appliqués. Tout criminel a droit à une justice équitable, etc. Enfin, c'est les fondements du droit. Et là, parce que pour une insulte, un gars a été condamné à mort et exécuté. Et alors, donc, il y a une grosse pression contre Tunis. Et le souverain Mohammed Bey va donc provoquer le fameux pacte fondamental qui déclare la séparation de la justice, la séparation des droits. Enfin, vous avez les détails encore une fois. Voilà. Donc il y a des progrès sur un plan juridique, un point de vue constitutionnel, mais les finances ne suivent pas. Tous les investissements qui sont réalisés ne sont pas rentables, ont été déplacés, ont été délocalisés. Et donc, petit à petit, ce petit royaume prospère des années 1840 est extrêmement endetté dans les années 1860 avec le fameux Khaznadar, Mustapha Khaznadar, à qui on fait un procès peut-être inique, dirait-on, parce que on l'accuse. Mais vous savez, la culpabilité ne peut pas être individuelle. Lorsque vous clamez une constitution de droit démocratique, ça veut dire qu'il y a des contre-pouvoirs. C'est pas, ça veut dire que votre pays ne peut pas être comme ça souverain, enfin royaliste au sens où nous avons un individu qui décide. Et effectivement, Khaznadar était chef du gouvernement, chef des finances, chef des travaux, chef des projets, chef d'exécution. Attends, c'est pas possible. Il doit y avoir des contre-pouvoirs. Donc, Khaznadar n'est pas le seul coupable. Le coupable, c'est l'institution qui est incapable de faire des contre-pouvoirs.
Lui, il a eu des grands pouvoirs, mais il est devenu, comment dire, inévitable. On pouvait plus se passer de Krasnodar. C'est lui qui savait tout. Mais il savait tout dans sa tête. Et il était incapable de faire un papier. Il était incapable de laisser des comptes. Mais alors, il empruntait pour des projets. Et quand il n'y avait plus d'argent, il empruntait de nouveaux crédits pour de nouveaux déficits, etc. Donc, il réglait les choses à court terme. Et il ne voyait pas qu'il était en train comment dire, de noyer le pays. Et c'est, excusez-moi si j'ouvre une parenthèse, mais c'est ce qu'a fait Ben Ali. Hein. Ben Ali vous a montré quelques façades, alors qu'en fait le pays s'engouffrait. Et le jour où il est parti, le pays s'est enfoncé. Et eh bien, vous voyez, donc là encore, c'est pareil. On accuse Ben Ali individuellement, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est la faute à un système. Un système doit avoir des contre-pouvoirs. Et cette Tunisie des années 1850 et 1860 est encore basée sur une individualité du Khaznadar, parce que Khaznadar, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un titre. Un Khaznadar, c'est comment on appelle Khaznadar, c'est le Khaznadar, donc c'est le détenteur du pouvoir financier public, le trésorier de l'État. C'est le trésorier de l'État. Donc, donc c'est un titre. C'est sans doute pas ça. Mustapha, c'est sans doute pas son nom de famille. C'est le titre de Khaznadar qui s'occupe des finances de l'État, mais il accaparait un tel pouvoir qui s'occupait de tout. Et en conséquence, lorsque le pays s'est noyé et lorsque l'individu est devenu vieux, parce que c'est beaucoup plus facile d'attaquer un vieux qui est en perte de pouvoir que d'attaquer un homme en plein pouvoir. Et donc on fait un éloge à Khaireddin Becha parce que Khaireddin Becha a mis à néant les abus de Khaznadar, mais bon, c'est le système qui est comme ça. C'est le système. Si on ne comprend pas le mot du sens démocratie, alors, et c'est ce qui se passe pour la Tunisie de l'époque. On veut instaurer des institutions démocratiques. On veut instaurer la démocratie, mais il n'y a pas d'institution démocratique, c'est-à-dire les contre-pouvoirs qui peuvent régler ce que vous faites dans un cadre démocratique, c'est-à-dire un cadre d'ouverture, de transparence, etc. Voilà. Je crois que j'ai été un peu long aujourd'hui, 27 minutes, oui. Donc je vais m'arrêter et je reprendrai la prochaine fois. Alors cette page du 19e siècle est extrêmement riche elle est proche de notre époque. On a beaucoup de références et je ne sais pas de quoi je vais pouvoir vous parler la prochaine fois. Sans doute de l'endettement tunisien, de la colonisation tunisienne. Il y a plusieurs pages très intéressantes dans ce 19e siècle. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Et à tout à l'heure, voilà, ce soir, voilà, je sais pas quand, voilà, à bientôt. Salam alaikum et bon confinement et comment on ferme.